Bonjour à Welcome vous to tous, our bienvenue webinar à notre Unlocking Land webinaire Access, sur New la Approaches libération for de Expanding l'accès aux Cities. terres, nouvelles approches pour My name is l'extension Nana des villes. Toure. Je suis Nana I'm the Touré, je director of suis the directrice OECD Sahel and de West Africa Club. club de It's a great l'Afrique pleasure occidentale du to Sahel, welcome hein, you de all l'OCDE. Je suis at the ravie de vous first accueillir event of the au premier webinar événement series de cette that is série de based on the webinaires qui est 2025 fondée edition sur of Africa's l'édition 2025 Urbanization Dynamics des Report, dynamiques de which was l'urbanisation en Planning Afrique, for un Urban rapport Expansion. qui est sous-titré Planification Based on pour the l'expansion results of urbaine. the Sur la base report, de ce rapport, the aim of key factors l'objectif which will determine the des facteurs qui vont sustainability of déterminer urban la growth, durabilité de la croissance which are urbaine, hein, land governance, avec la housing, gouvernance de la and terre, le urban logement finance. et les financements urbains. We are going to kick off Nous this allons commencer series cette série de with an webinaires in-depth discussion avec une about the discussion en main profondeur impact des principaux of impacts, hein, rapid urban growth de la on croissance land rapide and how effective euh, land des governance centres urbains can sur la contribute terre, to sur le foncier, sustainable urban et comment la growth. gouvernance du foncier peut Before contribuer giving à the la floor to croissance. the Avant de donner experts la parole aux experts composing today's panel, qui composent I aujourd'hui would le like to panel, hein, insist je souhaiterais on three insister key sur trois observations grandes stemming from observations our 2025 qui Africa's émanent Urbanization Dynamic du Report. rapport The first one dynamique de is l'urbanisation en effective land Afrique. Tout governance d'abord, la that is bonne gouvernance pivotal foncière, qui for est managing essentielle urban pour expansion. bien gérer l'expansion However, urbaine. in Néanmoins, many countries, dans a beaucoup de formal pays, land governance la system is gouvernance unable to formelle, identify, hein, n'arrive pas consolidate, à identifier, plan, service, and deliver consolider, land for planifier les public, services et residential, permettre and commercial d'avoir use suffisamment de at terrain the pour scale l'utilisation required. résidentielle ou commerciale, du moins pas à As l'échelle qu'il cities faudrait. grow, À mesure que les villes pressures on croissent, land les governance system will pressions sur les systèmes intensify. de gouvernance du foncier vont augmenter. Secondly, En deuxième lieu, sustainable urban planning requires la access to land. planification urbaine durable The nécessite un ability accès of à la local terre. governments La to meet capacité their des land gouvernements use locaux planning objectives à remplir leurs objectifs en depends on matière their de planification capacity du to territoire secure dépend access to vraiment de leur land, capacité à avoir accès aux ensuring fonciers, aux transparent terres, land avec tenure and des titres, robust un système de titres de regulatory propriété framework transparent et un is thus essential cadre for urban réglementaire planning. robuste. C'est tout à fait essentiel pour Thirdly, la planification urbaine. En the troisième lieu, transparency and la effectiveness of transparence et land governance l'efficacité system des systèmes de gouvernance is du key to foncier mobilizing est essentielle greater pour investment, mobiliser plus public and private. d'investissements, que ce soit des While investissements functioning publics land ou privés. markets are at a Les marchés cornerstone fonciers sont une in the pierre financial angulaire, hein, system to leverage du système investments. financier pour pouvoir attirer In des addition, investissements. De plus, effective land markets enable les local marchés governments fonciers to efficaces permettent aux implement gouvernements locaux de mettre en œuvre, property and hein, land-based finance, des financements providing a stable pour and avoir equitable revenue source to une fund source urban de recettes infrastructure and services. sûre Let me now et take you équitable through pour the financer un program certain of the nombre de next services 90 publics. Alors, minutes. je vais vous expliquer Ms. brièvement le Sina programme pour Schlimmer, notre réunion d'aujourd'hui. policy Madame analyst at Shina SWAC, Schlimer, analyste will politique du present the SWAC, key va implications d'abord for intervenir land pour présenter les governance from the implications pour la urban gouvernance expansion projections du foncier produced for the 2025 edition avec un certain of the nombre African d'éléments produits Urbanization pour le Dynamics rapport Report. dynamique de l'urbanisation en Afrique We'll then 2025. have Après our l'intervention de esteemed Sima, nous panelists from allons academia, entendre un certain nombre policy de research panélistes and government qui sont des institutions chercheurs ou bien qui travaillent to pour des share institutions publiques insights et qui vont about their pouvoir respective nous work faire in part land de governance. leurs travaux en I'm matière de happy to gouvernance du foncier. welcome Nous Madame accueillons donc Berenice Madame Bon, Bérénice Bon, geographer and qui est researcher at the géographe et French National chercheuse Research au Institute for CNRS, Sustainable Development, IRD, à l'IRD, who will pardon, present a qui va methodology présenter une to analyze méthodologie pour land use and analyser l'utilisation conversion du in foncier et urban la fringes. conversion, les stratégies. Then we'll Ensuite, welcome nous allons souhaiter la Mr. bienvenue à Monsieur Uchendu Eugene Uchendo Eugène Chigbo, Chigbu, qui est professor of land professeur administration de at the Namibia l'administration University of foncière à Science and l'Université Technology, de who Namibie will de sciences et de explore technologies, rural-urban qui va land nous parler des linkages. liens entre territoires urbains et And territoires last but ruraux. not Et least, enfin, nous I entendrons also would like to welcome Mr. Buzwalem Monsieur Bizwalem Admasu, Admassou,
qui est PDG du ministère de l'infrastructure en Éthiopie, qui va parler d'un certain nombre de défis dans les villes en Éthiopie. Nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir tous les trois ici aujourd'hui. Les présentations seront suivies d'une vingtaine de minutes de questions-réponses et nous vous encourageons à également poster vos questions dans le chat. Et on vous demandera également d'inclure vos noms et l'institution que vous représentez lorsque vous poserez des questions dans le chat. Madame Margarita va modérer cette séance parce que je devrais partir. J'ai une autre réunion qui m'attend. Mais je vous souhaite une excellente discussion et merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Sina, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. La plus chaleureuse bienvenue également de ma part. Merci d'avoir rejoint ce premier webinaire. Nous allons aujourd'hui regarder comment l'urbanisation rapide en Afrique affecte le foncier et comment la gouvernance du foncier peut contribuer à une urbanisation durable. L'un des résultats de notre rapport dynamique de l'urbanisation en Afrique, c'est que la gouvernance du foncier est essentielle pour assurer une bonne expansion des centres urbains en Afrique. Les municipalités, les gouvernements locaux doivent pouvoir avoir accès au foncier. Dans les prochaines 15 minutes, je vais vous expliquer certains grands résultats de ce rapport qui montrent l'implication des évolutions démographiques, de la croissance urbaine. Et je vous expliquerai pourquoi c'est essentiel d'inclure la gouvernance du foncier dans la planification du territoire et notamment dans la périphérie des villes africaines. Mais avant de commencer ma présentation, je souhaiterais très rapidement faire un point important sur le lien entre foncier et urbanisation. Le foncier, c'est là où tout aspect lié aux activités humaines ont lieu. Et le foncier, c'est essentiel pour le logement, pour les investissements, pour les services de base, pour l'emploi, pour la sécurité. Et donc, le foncier, c'est une base également pour dégager des recettes fiscales. La croissance de la population urbaine va exacerber les défis existants. Par exemple, un système de droit peu solide. De plus, le développement va affecter les zones périurbaines et donc c'est essentiel de comprendre le lien entre territoires urbains et territoires ruraux. On va maintenant regarder des macro-tendances de l'expansion urbaine. La population totale de l'Afrique va augmenter de 900 millions de personnes d'ici 2050. Les zones urbaines vont absorber 80% de cette croissance, ce qui veut dire qu'à l'horizon 2050, 1,4 milliard de personnes vont vivre dans les villes africaines. La croissance urbaine va être encore plus importante parce que la population de l'Afrique va doubler, mais la population urbaine de l'Afrique va tripler. Les résultats de ce rapport sont fondés sur une analyse pionnière sur l'avenir de l'urbanisation en Afrique. Les données dans ce rapport fournissent des projections démographiques et spatiales pour plus de 11 000 agglomérations urbaines dans tous les pays de l'Afrique. Et ces projections montrent les implications de la croissance démographique et urbaine sur le foncier. Par exemple, une conséquence de la croissance de la population, c'est que le nombre d'agglomérations va augmenter. D'ici 2050, environ 2000 nouvelles agglomérations vont émerger en Afrique. Et deux observations intéressantes peuvent être faites ici. Tout d'abord, 50% de ces villes émergentes vont émerger dans 4 pays du continent, le Nigeria, la Tanzanie, le Niger et la Côte d'Ivoire. En deuxième lieu, cette émergence de nouvelles villes est due en partie à l'urbanisation sur site, c'est-à-dire que les zones rurales vont se transformer en zones urbaines, ce qui veut dire que
ces territoires ruraux vont devenir des territoires urbains. Ce processus de transformation apparaît lorsqu'on regarde les projections pour les zones bâties. Nos projections montrent que l'empreinte urbaine va doubler, va augmenter de 175 000 km² à 450 000 km², c'est-à-dire 61% des villes africaines vont être construites au cours de la prochaine décennie. Pour la Terre, cela veut dire que la transformation de zones rurales en zones urbaines doivent être prises en compte. Et là, vous voyez également un autre chiffre qui montre que les terres urbaines ne représentent que 2% des terres du continent, mais en même temps, ces 2% vont héberger 65% de la population du continent. Si on regarde à présent comment ces transformations sont différentes, d'après différentes tailles de villes, on voit dans nos projections l'expansion de ces différentes villes suivant leur taille. Les petites agglomérations urbaines, par exemple, qui représentent entre 10 000 et 100 000 habitants, vont croître de 3,1% par an, alors que les villes avec 1 ou 2 millions auront une croissance de environ 5,2% par an. On observe également qu'entre 1970 et 2020, 70% de la croissance des centres urbains africains ont eu lieu en ajoutant de nouveaux territoires à la périphérie des villes. Et nos projections montrent des tendances similaires pour l'avenir. Il y aura donc une expansion de ces zones périphériques et les terres dans les zones périurbaines sont en fait moins chères que dans les zones centrales des villes. L'importance de la terre sur la périphérie est également reflétée dans une autre caractéristique importante, c'est-à-dire qu'on a regardé l'interaction entre différentes zones bâties et on a pu observer des processus spatiaux et notamment des processus de fusion, c'est-à-dire lorsque des zones bâties sont fusionnées, ce qui constitue une seule agglomération urbaine. C'est ce que vous voyez ici dans l'animation. Et sur la carte à la droite, vous voyez que la fusion arrive surtout dans les grandes agglomérations et les zones métropolitaines. Des grandes villes comme Conakry, par exemple en Guinée, montrent la fusion avec des plus petites villes aux alentours. Et les terrains entre agglomérations vont également devenir des terrains urbains. Next slide, please. So, what do we take away from these urban projections? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces prévisions en termes de gouvernance maintenant? La plupart de l'expansion urbaine va avoir lieu dans les agglomérations existantes ou autour des agglomérations existantes ou bien à travers l'urbanisation in situ. Par conséquent, la périphérie est essentielle pour prévoir l'expansion urbaine en Afrique. L'un des objectifs principaux, et notamment pour les décideurs, mais également pour les promoteurs, ce sera d'anticiper cette transformation de terres rurales en terres urbaines et à travers une bonne gouvernance. Il faut donc assurer l'accès à la terre, il faut réglementer, il faut planifier l'utilisation des terres et des territoires et ces décisions, elles doivent également être bien mises en œuvre. Donc, la mise en œuvre est importante. Mais le défi pour une bonne gouvernance, c'est que les zones périurbaines, c'est un peu un millefeuille administratif. Il y a beaucoup de parties prenantes qui interviennent, par exemple le gouvernement central, différentes municipalités, les autorités traditionnelles, mais également des professionnels, des promoteurs, des agents immobiliers, etc. Et ces situations sont encore plus complexes dans les zones périurbaines qui sont des zones de transition. Ce sont des zones de transition et de conversion. On le verra tout à l'heure, dans quelques instants, parce que les zones urbaines sont transformées, les zones rurales sont transformées en zones urbaines. Ce qui veut dire que les agriculteurs, par exemple, sont remplacés par des résidents ou des entreprises commerciales. Et donc, on voit également une plus grande formalisation de la propriété de la terre par le biais de titres de propriété, mais parfois ces transformations ne suivent pas un processus formel ou formalisé. Également, la réglementation sur l'utilisation des terres dépend du statut administratif d'une agglomération. Savoir si la zone est considérée comme
par exemple un village, donc une zone rurale, ou bien comme une zone urbaine. Mais le statut administratif dans les zones périurbaines, très souvent, sont peu précises. Étant donné la proximité au centre urbain et l'abordabilité des terres, les zones périurbaines sont des zones très dynamiques en termes de vente et d'achat. Et ces terres sont essentielles pour le logement, mais également pour des zones commerciales ou d'activités. La plupart de ces transactions, néanmoins, ont lieu de manière informelle parce que les terrains dans les zones périurbaines, très souvent, ne sont pas enregistrés avec très souvent des titres de propriété qui n'existent pas. Il n'y a pas de documents, donc ce sont les règles coutumières qui s'appliquent. Il y a également un manque d'informations, non seulement sur la propriété des terres, mais également sur la valeur de ces parcelles. Et les propriétaires autochtones devraient avoir un accès égal à l'information. Donc, on voit un certain nombre de conflits. Ces conflits, ils doivent également être pris en compte lorsque on planifie l'expansion urbaine en Afrique. Donc, pour répondre à ces différents défis, des systèmes de gouvernance effectifs et efficaces sont essentiels pour assurer la croissance urbaine. Il faut donc des lignes directrices très claires, des règles très claires pour tout le monde, y compris les autorités traditionnelles. La croissance aura lieu essentiellement dans les zones périurbaines et la fenêtre d'opportunité pour développer ces zones de manière durable est encore plus compliquée que dans les zones centrales. Ensuite, il faut des marchés fonciers transparents. C'est essentiel pour mobiliser des investissements publics et privés. Et donc, un accès équitable aux informations est essentiel. Des technologies avancées pourraient également nous aider à mettre en place ces systèmes d'information plus efficaces. Voilà, je vais m'arrêter là, mais je suis sûre que mes co-panélistes vont pouvoir approfondir sur notamment les liens entre territoires urbains et territoires ruraux. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. À présent, je vais donner la parole à Margarita pour la modération. Merci beaucoup. À présent, je vais donner la parole à Bérénice. Bon. Bérénice, you have the floor. Thank you. Bérénice, vous avez la parole. Bérénice, can you please unmute yourself? Voilà, ça va être mieux. Donc, bonjour à tout le monde. Je vais parler en français, mais les slides sont en anglais. Et encore un grand merci pour cette invitation. Je vais présenter aujourd'hui 2 rapports publiés en 2023 par le Comité technique foncier et développement du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et par l'Agence française du développement. Je ne ferai pas de synthèse de ces rapports, vous les trouverez en ligne, en anglais et en français. Mais je souhaitais aujourd'hui faire dialoguer ces publications à celles de l'OCDE sur la question de la mesure des dynamiques d'urbanisation actuelles en mettant l'accent sur l'Afrique subsaharienne. Ce rapport porte sur un phénomène massif dans les pays du Sud et qui vient d'être souligné par Sina, la conversion de terres rurales agricoles, de pâturages, de sites naturels comme des forêts, en terrains prêts à être bâtis, prêts à être valorisés en projets résidentiels. On s'est appuyé sur pour cette publication sur 10 études de cas en Asie et en Afrique. Donc, vous voyez par exemple ici les cas d'études en Afrique, dont le travail de Sina Schlimmer en Tanzanie sur les conversions des sols en périphérie de Dar es Salaam. Donc majoritairement en Afrique, on s'est intéressé aux périphéries rurales de grandes métropoles et il a été signalé que la croissance spatiale de ces périphéries est très forte. Une des idées centrales de ce rapport, c'est que malgré les avancées dans les données, la mesure de l'urbanisation est aujourd'hui sous-estimée. Certes, les études s'accordent sur un étalement urbain qui s'accélère et qui touche des périphéries rurales très éloignées. Mais ce qui est principalement mesuré,
c'est l'étalement du bâti. Cependant, on montre dans l'ensemble de nos études de cas que de nombreuses terres rurales qui sont mises en lotissement, parcellisées en terrains constructibles, restent souvent en état de friche prolongée, c'est-à-dire sans construction et sans investissement agricole. Et ce processus est généralement irréversible, car il entraîne souvent une sortie de l'agriculture. Les terrains sont préparés à être bâtis avec des routes d'accès, des clôtures, comme vous le voyez en Inde sur les photos à gauche et au Kenya sur les photos à droite. Mais ces terrains restent souvent pendant des années sans construction, sans agriculture productive, sans statut foncier défini et, chose importante aussi, sans intégration dans des plans d'aménagement. Mais toutes ces terres répondent à des aspirations communes et fortes d'un devenir urbain et d'une valeur croissante du foncier. Mais encore une fois, j'insiste, dans les approches centrées sur le bâti, ces terres prêtes à être valorisées sont invisibles. Donc pour mieux anticiper l'urbanisation de demain, il nous semble important de s'arrêter sur ces parcelles bornées, mais restées non bâties. Elles représentent un phénomène de très grande ampleur. Nous nous sommes demandé quelles sont les raisons de ces friches, les motivations et les aspirations des acteurs, et surtout comment mesurer ce phénomène. On parle de quoi en termes de superficie? On s'est appuyé sur une méthode d'enquête qu'on a appelée biographie de parcelles, qui consiste à suivre sur le long terme la vie économique des terres. Donc vous trouverez des explications plus précises dans le rapport. Je souligne juste ici que nous avons choisi de nous éloigner d'analyses trop générales, trop macroéconomiques, pour nous concentrer sur l'échelle de la parcelle. Comme vous le voyez sur le schéma à gauche, nous analysons l'évolution des terres en termes d'usage, que ce soit par des constructions, des mises en friche, des productions agricoles ou des infrastructures. On s'intéresse également à l'évolution de la valeur monétaire des terres et enfin à leur changement de superficie, résultant de ces morcellements successifs de grands domaines fonciers en petites parcelles mises sur le marché, parfois des petites parcelles de 150 mètres carrés. Il est également important, quand on s'intéresse à ces périphéries, de prendre en compte les mutations du secteur agricole dans ces zones, donc d'articuler mutation du secteur agricole et en lien avec les économies urbaines. Et enfin, comme vous le voyez sur le schéma de droite, par des entretiens, nous reconstituons les chaînes d'acteurs impliqués dans ces conversions des sols, depuis la possession initiale des terres jusqu'aux transactions successives des petites parcelles. Et on privilégie des dispositifs d'enquête sur le long terme pour identifier les rythmes des conversions des terres et les calendriers de changement de propriété. Donc pour illustrer cela de manière plus concrète, je vais partager un exemple au Kenya. Nous partons donc dans ces enquêtes d'une approche territoriale, c'est-à-dire que nous sélectionnons des sites d'études dans des zones rurales soumises à très forte pression foncière. Il s'agit ici des enquêtes menées depuis 2020 au Kenya, dans un rayon de 30 à 80 km autour de la capitale Nairobi, dans des terres principalement de pâturage. La tâche urbaine est représentée en brun. Donc là, c'est les données du programme justement Africapolis de l'OCDE. Nos sites d'études indiqués en rouge incluent ces zones, mais aussi de vastes étendues à des dizaines de kilomètres plus loin. Et ces zones ne sont pas incluses dans les bases de données sur l'urbanisation, comme par exemple celle du Global Human Settlement Layer. Or, ce que je vais montrer, c'est que la grande majorité de ces terres ont déjà changé de propriétaire et ont été morcelées en milliers de petites parcelles mises sur le marché. Alors, premier objectif de notre travail, et qui prend un peu de temps, c'est d'essayer de quantifier ces superficies concernées par les conversions des sols, le nombre de parcelles immatriculées issues donc, de la subdivision de ces terres rurales, les rythmes de conversion, et de ne pas seulement s'arrêter sur le bâti, sur les terrains valorisés par l'investissement immobilier ou de l'autoconstruction, mais aussi ces états de friche prolongés. Donc, on s'appuie sur des images de satellites, mais aussi des bases de données cadastrales, des registres fonciers et des entretiens et des observations longues dans ces territoires.
Donc, vous avez un exemple à gauche de traitement manuel d'image Google Earth de la zone d'étude indiquée en rouge sur la carte, montrant le rythme de subdivision des terres depuis 2010. Vous voyez aussi sur les deux images Google Earth de 2012 et 2023 les types de marquage au sol permettant d'identifier ces subdivisions. Cette analyse est complétée par des données cadastrales que vous voyez à droite, que nous numérisons et dont on extrait les données sur les mises en lotissement des terres. La difficulté, c'est que ces données sont souvent fragmentaires et les subdivisions des sols ne sont pas toujours visibles via une analyse par image satellite. Parfois, ces conversions des sols, ce sont juste des bouts de bois dans le sol, des marques de peinture sur les arbres. D'où la nécessité de se rendre aussi sur le terrain pour identifier ces conversions. Alors, quelques chiffres. Voilà. Dans ce site d'étude, par exemple, nos mesures montrent que plus de 8627 parcelles ont été immatriculées, issues des titres mères, c'est-à-dire les titres originaux des détenteurs de ces terres rurales depuis l'indépendance, mais depuis 2010, de plus de 70% de ces parcelles sont restées sans construction. Mais voilà, souvent avec des clôtures, voilà, il y a des sorties de l'agriculture, elles sont juste laissées en friche. Donc, ce qu'on souhaite aussi mettre en place maintenant, c'est une solution d'identification automatique de ces parcellements fonciers en zone périurbaine, avec la télédétection, mais aussi l'intelligence artificielle, en s'appuyant sur ces motifs au sol, ces marquages au sol, afin d'accompagner les pouvoirs publics et d'anticiper au mieux l'urbanisation de demain en prenant en compte ces friches, ces terrains prêts à être bâtis. D'ailleurs, on cherche des bailleurs voilà, pour ce travail. Alors, deuxième objectif de ce travail, c'est aussi de mieux comprendre qui sont les acteurs impliqués dans les conversions foncières, leurs pratiques, leurs anticipations et surtout les logiques de placement de l'argent dans la terre. Pourquoi l'argent se dirige-t-il massivement vers ces périphéries urbaines, là où sera l'urbanisation de demain? Donc, nous menons des entretiens dans ces territoires pour retracer les chaînes de transactions. Depuis les détenteurs initiaux des terres, donc là on remonte jusqu'à la période coloniale, postcoloniale, jusqu'aux premiers acheteurs des titres mères, puis aux acquéreurs de ces milliers de petites parcelles issues des subdivisions successives des terres rurales. Et il s'agit aussi de suivre ces investisseurs dans leurs transactions, comme vous voyez sur les photos. Donc les termes de spéculation, d'investisseurs sont souvent flous dans la littérature académique. Ces enquêtes permettent de construire des catégories économiques plus précises. Quand on y a accès, on analyse aussi des données issues des registres fonciers que vous voyez à droite, qui contiennent des informations comme les dates et le nombre de parcelles et les professions des acquéreurs. Et vous avez en bas des schémas des exemples des catégories économiques les plus présentes dans un des sites d'études indiqués en rouge sur la carte. Donc c'est un travail encore en cours, mais on a pu mesurer par exemple que les acquéreurs des titres mères dans ces zones sont principalement des compagnies d'achat de terre, avec derrière des hommes ou des femmes d'affaires qui parfois commencent avec une seule petite mise financière, puis accumulent au fil des ans des portfolios fonciers hypothéqués dans des banques. Ou alors, ce sont des coopératives structurées sur des modes collectifs d'épargne et de crédit pour accéder à la terre. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces formes de mutualisation de l'argent pour accéder à la terre, puis d'individualisation des propriétés. Et enfin, concernant l'achat de petites parcelles dans cette zone d'étude, c'est surtout des coopératives ici de la diaspora kenyane et des individus avec des ressources économiques hétérogènes. Ceux qui ont les ressources les plus instables s'éloignent des routes, là où le prix des parcelles est moins élevé, mais où il n'y a aucun service. Pas d'accès à l'eau, de traitement d'eau usée, de réseau électrique. Et encore une fois, depuis 2010, la majorité de ces parcelles sont non construites. Donc notre message clé ici, c'est qu'il faut dépasser, quand on travaille sur l'urbanisation actuelle, il faut dépasser l'idée selon laquelle ces transactions seraient uniquement liées aux mobilités résidentielles. La propriété foncière répond à des réalités socio-économiques diverses. Certes, le besoin de se loger et de construire une maison, mais aussi la recherche d'une valeur refuge pour stocker du capital, des pratiques spéculatives visant à réaliser des plus-values lors des reventes de terres,
la mise en gage des titres de propriété pour accéder au crédit, une réponse à l'inflation, une anticipation de chocs économiques pour des commerçants, une protection sociale pour faire face aux dépenses d'éducation et de santé, aussi pour la retraite ou pour placer une petite épargne à l'abri de l'inflation. Donc, penser la régulation politique de ces territoires en cours d'urbanisation suppose aussi de prendre en compte le rôle de la terre comme support d'assurance sociale et d'épargne et de tenir compte des inégalités aussi entre les nouveaux arrivés et les détenteurs initiaux des terres, mais aussi entre ces nouveaux arrivés qui sont à la fois des classes aisées, hein, mais aussi issus de classes très populaires. Alors, pour conclure, j'ai présenté rapidement, mais vous avez les rapports en ligne, quelques messages de ce rapport. Premier message, les mesures de l'urbanisation actuelle prennent peu en compte le phénomène massif de subdivision de terres rurales en lots à bâtir, et ces conversions sont souvent irréversibles car elles entraînent des sorties de l'agriculture. Ces conversions des sols dépassent largement les périmètres bâtis pris en compte aujourd'hui pour mesurer le degré d'urbanisation dans le monde. Donc, ces recherches peuvent fournir aux autorités publiques des données pour anticiper les zones construites qui seront construites dans les prochaines années et anticiper notamment le besoin de services à venir dans ces zones, tout en tenant compte des capacités inégales économiques des habitants ou des futurs habitants. Et encore une fois, les statistiques publiques souvent n'incluent aussi pas ces friches. Deuxième message, ces conversions et propriétés de la terre dépassent le seul fait du besoin de se loger. Elles répondent à des fonctions socio-économiques variées. Les politiques publiques devraient travailler sur ces conditions socio-économiques de ces marchés, en lien avec la valeur assurantielle de la terre, en lien avec les économies urbaines, mais aussi les mutations du secteur agricole. Et le troisième message est qu'il convient de considérer ces territoires qui s'urbanisent rapidement comme des écosystèmes fragiles, souvent peu soutenus par les pouvoirs publics en ce qui concerne les questions environnementales notamment et de santé. Au Kenya, on mène par exemple une recherche participative avec des résidents et des usagers de ces territoires et des artistes pour des inventaires de la biodiversité en lien avec l'artificialisation des sols. Et nous travaillons sur l'eau, la capacité de recharge des nappes phréatiques et sur la pollution causée par notamment les poussières des routes, comme montré sur la photo en bas. Donc, mon point final, c'est que pour les autorités publiques, il serait important de promouvoir une gestion durable du capital foncier, mais aussi environnementale dans ces zones, couvert végétal, ressources en eau, fonctions écologiques des sols, peut-être avec la mise en place de formes de co-responsabilisation envers l'environnement et de dotations spécifiques aux autorités locales. Je vous remercie pour votre attention. Thank you, Berenice, for your presentation and for helping us characterize what happens in the land. De nous avoir présenté tout ça, Bérénice, ce que vous avez présenté tout à l'heure. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Oukendou, le professeur Oukendou. I will share your slides. Je vais présenter vos planches. Yeah, can you hear me? Yes, we can hear you perfectly. Okay. Yeah, thanks very much. First and foremost, I would like to start by thanking the OECD. Bonjour, merci l'OCDE de cette invitation et de participer à cet exposé. Les interprètes s'excusent, mais le son est de qualité insuffisante pour assurer l'interprétation, malheureusement. Il y a un écho. L'équipement de l'orateur est insuffisant pour l'interprétation, avec toutes les excuses des équipes d'interprètes. Participants in this
particular webinar to access that particular document. So thank you. So my talk would be on tackling the urban land dynamics in Africa, but I will look at it from the perspective of the urban-rural land linkages. Next slide. My approach to the discussion would be first and foremost by introducing the Africa's urbanization dynamics. I know that Sina has done a great job in doing that, and Berenice has actually localized the whole idea, but I will still present maybe one or two examples of what that dynamics entails. And afterwards, I would then speak on the actual issue of tackling the urban-rural dynamics and finally conclude. Next slide. Well, I think Sina did provide a much more updated version of the urban dynamics in terms of urban expansion in the continent. In fact, she went as far as projecting the future dimensions. But if we have to look back, you see that as at 2019, the outward expansion in terms of the index of urbanization can only lead to some serious conclusions. One of them is that landlessness will continue to increase in Africa. Urbanization will continue to put pressure on land. And most importantly, because of this expansion and based on projections by the UN Habitat and as well as the OECD, about nearly 70% of more land will be needed because of this expansion, especially for food security. And this land would come from rural areas and not the expanding urban areas. So landlessness is expected, and so land governance should be a key issue when we speak about this urban dynamics and how to deal with it. So as part of my discussion with you, I'll be presenting an approach of the urban-rural land linkages, which is based on the premise of leave no one behind and leave no place behind. Because for us to leave no one behind, there's a need to also leave no place behind within the context of urban-rural dynamics. Next slide. Now, this is just an example of the urban dynamics, in a place like Lagos, Nigeria. A huge itinerant population in Lagos sleep in different places at different times because of the very difficult situation in terms of population to land area ratio. And the consequence is that it is difficult to actually keep a booming and mobile urban population static without giving them access to land. So when there is not enough land, then people find themselves moving around. It is also impossible to provide location-specific infrastructure for such a population because unlike in many of the global north cities, where people can actually be pinned to specific addresses, specific locations, in a place like Lagos, people move around so much that it is difficult. I'm talking about majority of the population move around so much that it's difficult to actually pin them to a specific location because if there are if they do not have access to land to have houses in a specific place, the consequence is that they move around as they sell. And the implication to planning is that you can't actually plan for this population because you can't actually detect and actually identify where each individual is situated. And so peri-urbanization becomes an issue because as people move around, they also move to the outskirts of the city and they keep occupying land. And as they occupy land, that interpretation is because they need a place to stay. So Lagos in itself reflects an internal dynamics of urbanization. It also reflects this population movement within Lagos, also reflects that population in itself is a continuum, and this movement of the continuum of population leads to a continuum of land occupation, and the consequence is that the missing link in a place like Lagos and most African cities is that there are no continuum of policies because urban policies are made differently from rural policies. And because of that, a non-continuum of policies becomes difficult to manage, a continuum of population and continuum of land.
Next slide. Another example in Africa is Windhoek. Windhoek presents an external dynamics for urbanization. In this case, about more than 40% of Namibians live in urban areas. But at the same time, what you find in Windhoek is majority of this population, more than 60% in these urban areas, live in informal settlements. And the consequence is that in informal settlements, they are squashed with space. For them to survive in the urban areas in Windhoek, most of them have to farm in communal lands in rural areas. And in fact, some spend quite a lot of time farming in rural areas while feeding themselves in urban areas. So this in itself reflects that many who already occupy land in villages claim to be landless in the urban areas. And because of that, they sit on informal settlements in urban areas, waiting for a period when the government can formalize them in order for them to get an actual land plot in the urban areas. So a lack of efficient land registration system in itself means that some informal settlers occupy 2 plots of land for double ownership. And so there is the external dynamics which leads to double ownerships, double occupation, or socially can be interpreted to mean that people live in urban areas but still highly depend on land in rural areas for their food security livelihoods. Next slide. But then there comes the unique issue in Africa. When Sina was presenting, she talked a lot about the need for formalization. When Berenice spoke, she talked a lot about the need for formalization. But the problem in Africa is that the Prindex report of 2020, as well as the Prindex report of 2024, indicates that in our continent, especially in the sub-Saharan region, that having formal documents does not actually ensure security of tenure on land, which now deviates from the basic principle in land administration that documentation provides provability and as such ensures security. And so now when we talk about documentation in this context, it doesn't always have to be titles, because titles, we know in a place like Nigeria, it could take you 7 years to get a title. And many a times people apply for titles, die before they get it. And many times they also do not get the titles because it will cost you more than about 27% of the value of your property in the process of getting to the title. And in Nigeria, we're talking about CFOs, just certificate of occupancies, signed by a state government. And the process of getting the title itself in Nigeria is about 35 different steps, of which about 7 or 8 of them are signature requiring steps. And signature requiring steps in land registration in places like Nigeria and some African countries is the need to pay money to get those signatures, which makes it difficult for the ordinary person to actually access land. So there's a problem in this instance. Next slide. So having presented the dynamics, I'll quickly simply talk about what we need to do. Next slide. A starting point of what we can do is to view the urban and the rural as a continuum in terms of development implementation, in terms of policy making, and in terms of policy implementation. And the urban-rural land linkage framework in itself has been presented by the UN Habitat, supported by the International Federation of Surveyors, as a concept that can allow for the multiplicity and co-implementation of urban-rural areas. Can you go to the next slide? And the basis for this is that evidence shows that what exists in urban areas exists in rural areas. The differences are usually in terms of priorities, in terms of what is more and what is less. For instance, when you look at the diagram, you see that the urban and rural areas share a lot in common, but between the urban and rural areas are the peri-urban areas, which actually serve as a linkage urban unit or linkage spatial unit to draw that continuum across, and which can apply whether in policy as well as in implementation. Next slide. And this can be seen that when you look at
when you look at urbanization from the perspective of its spatial, socioeconomic, governance, and environmental perspectives, you see that the peri-urban areas are at the center and allowed to link urban areas to rural areas by virtue of cross-jurisdiction, land policies, physical land use, infrastructure, information, as well as investments. Next. And so the strategy here is that in development, from development perspective, when we look at goals, when we look at objectives, when we look at actions and as well as impacts of development, it's important to look at the urban units, the rural units, and the peri-urban units as functional units where land management and administration happen. And in this case, when we view policies as a continuum, then goals should be set up in development as a continuum. That what I mean by this is that any goal that is set within the urban should be such that it puts into consideration the rural, and any goals set up within the rural should be such that it puts into consideration the urban. For instance, when urban policies are made for housing and expansion of the urban, it should be put into consideration that the land would come from the rural. And when the rural areas are making policies for infrastructure, they should put into consideration the need to usurp the urban and, collaborate with the urban in terms of usage. Next slide. And in planning perspectives, a vision that allows land access and land use in the context of urban-rural interdependence is necessary. And this can be contextualized into institutional issues that can catalyze strategies that require land tools, land sector reforms, and capacity building to enable urban-rural outcomes. And the impact generally would be an interdependent development that allows improved cross-jurisdiction governance, policies, and laws on land in the context of urban and rural areas. Next. Professor Eugene, could you please conclude? You have 1 minute. Pourriez-vous conclure, s'il vous plaît? Il vous reste 1 minute. Okay, thank you. So in applying the urban-rural land linkages in Namibia, we do have an administrative policy that integrates the urban and rural, at least in Windhoek. There's been a creation of a Windhoek rural electoral constituency that allows a certain part of Windhoek that is urban and a certain part of Windhoek within the region that is rural to collaborate in terms of land use, in terms of water use, and other means. And this is just one example of application of urban-rural land linkages. Next. In conclusion, next. So in conclusion, what I'm trying to say here is that land is important for urban and rural areas, and this relates in terms of consumption of land, partnership in terms of spatial interactions, exchanges in terms of transport, mobility, cultures, as well as governance issues related to decision-making and policies. And on that basis, recognizing the in-betweenness of peri-urban areas is crucial in terms of spatial development and spatial planning. And doing this requires that urban-rural areas provide cross-policy or depend on cross-policy opportunities, which can only come from urban development and rural development. And merging this is what the issue is when we talk about urban-rural land linkages. The next slide. So I've concluded, but the next slide is actually QR codes of most of the documents you would see related to urban-rural land linkages. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup d'avoir évoqué les frictions qui existent dans l'accès et la formalisation de conversion du foncier. Merci aussi d'avoir présenté les cadres existants pour comprendre ce continuum urbain-rural. Je suis sûre qu'il y aura des questions pour vous. Je donne la parole à Monsieur Bizwalem Adouassou. Vous avez la parole. Thank you very much. Merci beaucoup. I want to say again also thank you for Je vous remercie à nouveau. Je remercie l'OCDE de m'avoir invité à m'exprimer sur la transformation d'accès aux fonciers en Éthiopie.
l'expansion urbaine par le biais d'une réforme de la gouvernance. Tout d'abord, je vais aborder notre système, notre régime foncier. Ensuite, j'évoquerai nos difficultés en matière d'expansion urbaine, les défis en matière d'accès au foncier, les systèmes d'enregistrement du foncier, les initiatives de planification urbaine et j'aborderai la gestion à venir de la terre. Alors, en ce qui concerne le régime foncier, on a un cadre de détention de propriété publique. On a donc une propriété publique du foncier. Le foncier relève de la propriété de l'État, ce qui interdit la détention privée, mais permet d'offrir des droits d'usufruit aux citoyens et citoyennes. Cela découle de notre système féodal, impérial, système qui a été poursuivi au titre du régime d'Ergue et qui a été maintenu dans le système fédéral actuel avec quelques modifications. L'administration et la gestion du foncier fait l'objet d'une structure qui va de l'échelon fédéral jusqu'à la plus petite unité administrative, le Kebelele, qui est responsable de l'affectation, l'enregistrement et la réglementation des droits d'usage du foncier. En ce qui concerne les mécanismes des droits d'usage, il existe des droits d'utilisation du foncier urbain et des droits ruraux. Pour les droits urbains, il s'agit d'un système de location. On donne des droits temporaires pour le développement et l'utilisation avec des délais variant en fonction du type d'investissement. La durée est de 99 ans et pour d'autres usages commerciaux, la durée est plus longue. Parfois, c'est 60, 40 ans. Cela dépend des types d'investissement et des types d'usage du foncier. En ce qui concerne les droits d'utilisation du foncier ruraux, on a des droits d'usufruit à une durée à vie pour les agriculteurs, ce qui permet la culture, un transfert limité. Mais le nouveau système va permettre la vente et la mise en location. On a des limites de transférabilité, autrement dit des restrictions qui s'appliquent à la vente, mais qui permet la transmission à des héritiers, la location et des échanges limités. En ce qui concerne nos défis en matière d'expansion urbaine, l'urbanisation est en pleine croissance avec des évolutions démographiques considérables. La croissance urbaine est de 4% par année, ce qui crée des pressions pour le logement, les services, les infrastructures dans des villes en pleine expansion. Par ailleurs, j'aimerais aborder les types de consommation du foncier. L'urbanisation consomme la terre agricole à des vitesses en pleine accélération. Les villes éthiopiennes ont tendance à se développer de façon horizontale plutôt que verticale en raison d'une planification limitée. L'autre difficulté, c'est l'abordabilité ou l'accessibilité financière du logement. En raison de l'expansion urbaine, les prix du logement ont augmenté, ce qui contribue à la prolifération d'installations informelles ou des bidonvilles à la périphérie des villes. On a là un marché foncier illégal et informel. En ce qui concerne les difficultés en matière d'accès au foncier, on a d'abord des cadres d'indemnisation qui sont insuffisants, des cadres de composition qui sont inadéquats. Ça, c'est lié à nos institutions. Il n'y a pas de droit de propriété.
Et donc, le système d'indemnisation a tendance à sous-évaluer le foncier. Et cela ne reflète pas non plus la perte de revenus et la valeur potentielle, ce qui est particulièrement difficile pour les propriétaires terriens qui se trouvent déplacés. Ensuite, il y a des défis en ce qui concerne l'équité des procédures. L'expropriation manque de transparence, la participation est limitée, il y a peu de mécanismes d'appel et une période de notification qui est insuffisante pour les populations affectées. Notre nouvelle proclamation numéro 11061 prévoit une notification 1 an par avance, mais dans la pratique, dans les zones urbaine, c'est plus court que cela. Et puis, il y a aussi des difficultés en matière de mise en œuvre. Il y a des délais, des retards dans le paiement des indemnisations. L'aide à la réinstallation crée des tensions sociales et les méthodes de valorisation ne sont pas cohérentes, ce qui crée des préoccupations en matière d'équité. Et donc, même le processus de valorisation est problématique. Jusqu'à présent, nous n'avions pas de proclamation ou de texte encadrant la valorisation du foncier et nous n'avions même pas vraiment de personnel habilité à valoriser le foncier. Et nous sommes en train de travailler à ce cadre législatif et puis nous essayons aussi de former du personnel. Planche suivante, s'il vous plaît. Par ailleurs, un autre problème qui se pose, c'est la fragmentation de la gouvernance. La gestion du foncier rural, urbain relève de différentes administrations. On a le ministère des Infrastructures urbaines qui est responsable du foncier urbain, tandis que c'est le ministère de l'Agriculture qui est responsable du foncier rural. Et par conséquent, la coordination est difficile et cela crée des incohérences en matière d'action publique. Puis on a des cadres juridiques conflictuels. Nous nous servons de cadres juridiques distincts pour le foncier rural par rapport au foncier urbain. Et donc cela crée des conflits. Cela crée des contradictions, notamment lorsque les villes se développent dans des zones agricoles. Ensuite, il y a des problèmes liés aux frontières administratives. Ces frontières ne sont pas très claires. Les frontières, autrement dit, entre les compétences rurales et urbaines. On a parfois des zones géographiques liées à la planification urbaine et l'autre, on a des frontières qui sont plutôt de nature administrative. Et parfois, on a un écart entre les deux qui crée une zone grise qui n'est pas couverte par la loi rurale ni par le droit urbain. Et cela signifie qu'il est difficile d'aller vers les villes. Les agriculteurs ont l'impression que l'urbanisation est une menace pour eux. Pour eux, c'est vraiment une menace, pas une opportunité. Planche suivante, s'il vous plaît. Le système d'administration pose problème également. Il y a des systèmes de certification du foncier rural. On a un système de bail ou de baux pour le foncier urbain. Et dans le contexte urbain, il y a des restrictions liées au cadastre et des dispositifs aussi pour les projets de promotion très denses. On a un système qui fonctionne par papier, qui n'est pas très efficace, mais il existe bel et bien un système. Et dans les systèmes urbains, ce que nous faisons, c'est que nous transférons les anciens documents dans le nouveau système. Nous n'avons pas de difficulté d'intégration, mais il y a des difficultés associées à la compatibilité des données en raison de la planification et aussi, il y a aussi l'enjeu des quartiers informels dans ces zones grises.
La question de la gestion des données est un autre exemple de système d'information fragmenté. On utilise différents systèmes d'information avec des bases de données, mais qui ne sont pas reliées ni connectées les unes aux autres. Donc, ça crée des défis en matière d'intégration. Et puis, il y a également des déficits de couverture, des questions d'incohérence de données également. Notre couverture est très faible en fait, et normalement la couverture elle concerne le centre-ville, mais on n'a pas une bonne couverture des zones périphériques, et il en va de même pour les zones urbaines où la couverture n'est pas très bonne. Donc là, il y a encore des déficits de données à combler. Et puis pour ce qui est de la question de l'incohérence, là, on a des informations qui sont en contradiction, en conflit avec le système, par exemple, de certification. Ensuite, le programme d'expansion urbaine. Donc, on essaie de mettre en œuvre le programme d'expansion urbaine avec l'aide de différents partenaires. Et donc, pour nous, c'est une initiative de planification qui cherche à pré-planifier la planification, donc intervenir très en amont pour ainsi avoir une expansion qui soit durable et viable. Bien sûr, l'informalité va toujours être un phénomène dans les zones périurbaines, mais on essaie au moins d'avoir une planification avec une informalité qui soit planifiée dans une certaine mesure. Donc, on a également la coordination des infrastructures. Donc, ici, il s'agit d'aligner un petit peu les besoins et les services essentiels comme les routes, l'eau, l'électricité dans les quartiers informels. Pour pouvoir à terme régulariser et formaliser ces quartiers informels. Et cela nous aide également à terme à réduire les quartiers informels et de ne pas démolir des quartiers informels alors qu'on a une saturation dans d'autres quartiers, notamment en centre-ville. Donc, si on prend en compte tous les défis et toutes les leçons apprises, eh bien, on a ici notre projet pour l'avenir en termes de planification du foncier. Donc, d'abord, aligner le cadre juridique et statutaire. On souhaite surtout harmoniser en fait les lois nationales et les lois locales parce qu'il y a trop de conflits et de contradictions entre les lois à différents niveaux. On veut également un mécanisme de coordination institutionnelle pour pouvoir prendre en compte les systèmes de données, pour pouvoir réduire également les chevauchements administratifs, et enfin un système d'information foncier unifié, même si on n'a pas un système national unifié, mais au moins avoir plus d'unification dans les systèmes d'unification et pouvoir avoir des bases de données qui se parlent, et puis l'unification des systèmes d'information. Donc là, c'est vraiment l'intégration des systèmes de certification ruraux et des systèmes d'enregistrement des parcelles urbaines pour éliminer les déficits en termes d'information et de données, éviter également les chevauchements, et puis d'avoir une meilleure coordination entre différentes institutions, réduire l'excès de bureaucratie. Il faut que les différentes autorités, les différentes institutions se parlent, et puis également on a les chercheurs, on a le secteur privé avec lequel il faut coopérer, les municipalités qui sont essentielles.
et qui mettent en œuvre au niveau local toutes les politiques finalement et toutes les lois, qu'elles soient locales ou nationales. Et puis enfin, un cadre d'intégration technologique, ça c'est également très important. On met en œuvre des plateformes numériques compatibles qui connectent les systèmes cadastrales, les plans de développement locaux et les plans de gestion urbaine. L'autre chose, et là c'est vraiment une partie très importante, c'est le renforcement des capacités locales. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau local, il faut assurer des formations parce que c'est la municipalité, le niveau local, qui prend le plus de décisions. Et donc, c'est cet échelon-là sur lequel il faut se concentrer également pour les besoins de formation. Former le personnel de l'administration locale est essentiel. Alors, il faut que le personnel municipal, par exemple, ait les compétences techniques et les compétences de gestion, d'administration, puisse répondre aux demandes des municipalités. Et puis, il y a également le développement de compétences au niveau des communautés, parce que la terre, c'est tellement important qu'il faut également faire en sorte que les citoyens puissent s'impliquer et nous aident également à au moins réduire l'informalité dans ces zones périurbaines. Donc, renforcer les capacités, renforcer les formations, que l'on puisse comprendre, par exemple, le système de titres de propriété, qu'on puisse mieux planifier, ça c'est essentiel. Et enfin, renforcer les institutions, c'est le dernier point, améliorer les cadres organisationnels, faire en sorte que les structures gouvernementales soient à même de vraiment mener une croissance urbaine durable et une gestion du foncier efficace. Ça, c'est vraiment notre grand objectif à terme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation, Monsieur Damassou. Merci d'avoir présenté le cas de l'Éthiopie, mais également merci d'avoir souligné les zones grises. C'était vraiment intéressant de voir que dans ce cas, on a une définition entre administration et planification, et puis également les défis liés aux données. Donc voilà, on a fini avec les présentations des panélistes et maintenant, on va avoir une petite séance de questions et réponses. Donc, les présentations, elles seront rendues disponibles, ainsi que le lien pour les ressources qui ont été présentées, le rapport, bien évidemment, et puis l'événement de lancement également pour ce rapport. Donc, on a déjà quelques questions. Et on a encore un petit peu de temps, donc vous pouvez poster vos questions sur le chat. La première question, c'est Niskego qui demande quel est l'impact de l'expansion urbaine sur les propriétaires de terrains ruraux, pardon. Et donc, Sina, on va vous poser la question en premier. Oui, merci beaucoup, Margarita. Je vais commencer. Merci beaucoup donc pour toutes ces présentations, chers copanélistes. Donc, les impacts de l'urbanisation sur les propriétaires de terrains ruraux, ça dépend vraiment du contexte local en fait. Mais ce qu'on observe de manière générale, c'est qu'il peut y avoir une asymétrie de connaissances sur la valeur des terrains et des dynamiques de marché différentes entre les vendeurs individuels et les acheteurs, qu'ils soient publics ou privés. Et cette asymétrie, elle est très importante. Et donc, pour avoir une meilleure gouvernance du foncier, il faut un meilleur accès aux informations, un accès aux informations sur un pied d'égalité. Ce qui est également important, c'est que pour les propriétaires de terrains ruraux, souvent, ces terrains représentent un actif extrêmement important pour leurs activités économiques et sociales. Et puis, ça permet également d'avoir accès à des prêts, par exemple, là où il n'y a pas de réseau de sécurité sociale, par exemple pour les dépenses de santé. Donc, en vendant des terrains dans les zones périurbaines, là où il y a un bon marché dynamique, il y a un risque, bien sûr, lié à cet actif que représentent les terrains. Et puis, dans d'autres exemples, bon, le sud du Kenya, par exemple, qui me vient en tête,
L'effet de l'urbanisation, c'est également une individualisation de la propriété de la terre dans des zones où auparavant, et d'après les règles coutumières, on a eu une propriété collective. Donc on voit là une tendance à l'individualisation de la propriété de la terre. Oui, à présent, je vais donner la parole à Bérénice pour compléter. Non, j'ai pas grand-chose à compléter, c'est parfait, Sina. Je crois juste que dans la question aussi, c'était est-ce qu'on observe un processus de gentrification dans ces zones périurbaines? Et moi, je crois que vraiment, et là, je me place en tant que chercheur, et ce qu'on essaie de faire en ce moment dans nos mesures, là, dans nos productions de données, c'est que c'est très hétérogène, quoi. Même ces propriétaires fonciers ruraux, c'est une catégorie extrêmement hétérogène, en fait. Donc là, il faut revenir vraiment la trajectoire historique de ces terres dans le périurbain, qui possède les plus grandes propriétés, qui sont les héritiers de ces terres agricoles, les conditions de l'activité agricole aussi, qui est de plus en plus incertaine dans ces zones, l'accès à l'eau de plus en plus difficile aussi, question du changement climatique, etc. Et donc non, le processus de gentrification, c'est peut-être voilà, plus complexe également, où les acteurs qui interviennent dans ces acquisitions de terres sont là très divers, hein. Donc, dans des grands groupes, voilà, des compagnies d'achat de terre, des grandes coopératives, jusqu'en bout de chaîne, des individus, souvent avec très peu d'argent, qui là vont s'éloigner des routes, vont aller dans des zones très isolées, non, voilà, avec aucun service, mais juste pour avoir accès à un petit lopin de terre. D'où l'importance aussi de recherches qui permettent d'avoir des catégorisations économiques fines, tant au niveau des propriétaires fonciers ruraux et des détenteurs initiaux des terres, et de ce qui font de l'argent des ventes, etc., que de ceux qui achètent ces terres. Merci beaucoup, Bérénice. Ce que tu as présenté dans la présentation, je trouve, montre aussi que c'est très important d'aller au-delà des deep learning et des AI models, puisque ce sont des informations qu'on ne pourrait pas avoir sans le travail de terrain que vous menez. On a une deuxième question de Monsieur Rachid qui se demande le rôle de l'information foncière. And sorry, I'm continuing in English. Et je poursuis en anglais. Donc, la même question peut être reformulée. Quel est le rôle des systèmes d'information fonciers pour améliorer la gouvernance? Tous les présentateurs en ont parlé d'une manière ou d'une autre. Donc, je vais peut-être demander à Monsieur Amassou d'intervenir, et puis le professeur Chibou dans un deuxième temps. Mais bien sûr, après, tout le monde pourra prendre la parole. Merci. Oui, merci beaucoup. En effet, les systèmes d'information fonciers sont extrêmement importants pour un système de gouvernance efficace. Il faut connaître la ressource d'abord, savoir quelle est la ressource. Une fois qu'on a une information qui est actualisée, qui est exacte, eh bien, ça permet de prendre des décisions éclairées. C'est important en matière de foncier. Et puis, ça nous aide également. Noël, salut Noël. Oh. Sorry. Pardon, il y a des interférences. You can continue. Vous pouvez continuer, pardon, c'était une interférence. Et donc, dans les pays en voie de développement comme l'Éthiopie, le fait d'avoir des systèmes d'information fonciers qui soient actualisés, qui soient complets, ça nous aide beaucoup à prendre des décisions éclairées. C'est important sur les zones périurbaines notamment, parce que c'est une zone un peu grise pour nous, mais si on connaît bien la composition de ces zones périurbaines, si on a une bonne base de données avec des informations actualisées, ça nous permet vraiment de comprendre. Et c'est pour ça que les systèmes cadastraux sont extrêmement importants pour la gouvernance. C'est vraiment l'un des outils qu'on utilise pour administrer notre système de gouvernance. Thank you. Yes, Professor Chibou. Professeur Chilou, cette intervention ne sera pas interprétée malheureusement, le son étant insuffisant. Land information system is necessary to know who owns what, where the land is, for what the land is used for, and for what it could be used for.
this information and also the changes happening on the land, information is needed on this. This is very important because decisions on development cannot be made without an understanding of where the land is, what is being used for, who owns it, and for what it could be used for. Thank you. Thank you. Merci. We have another set of questions that Nous avons d'autres questions go to the peri-urban areas. Sur les zones périurbaines. If Sina Schlimmer could elaborate a little bit si vous more pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que cela veut dire très exactement et quelles sont les parties prenantes et les institutions qui gouvernent ces zones périurbaines. And maybe Bernice Bond can also speak a bit on the model of land conversions. Bernice Bond peut peut-être nous parler un petit peu du modèle de conversion qu'elle a présenté dans les diapositives. Merci. Oui, merci pour cette question. Je crois que, comme je l'ai dit dans ma présentation, la gouvernance des terres, c'est une question pour différentes parties prenantes. La zone périurbaine, c'est une zone de transition entre le centre urbain et les zones rurales. Et donc, il y a également une transition en matière de parties prenantes qui prennent des décisions sur ce qui va survenir avec les terrains dans ces zones périurbaines. Ce sont des zones par ailleurs qui deviennent de plus en plus urbanisées. Il y a une zone d'intérêt pour établir par exemple des zones économiques spéciales ou des projets d'infrastructure. Et puis le gouvernement national très souvent souhaite intervenir sur ces zones périurbaines. Donc on a, comme vous le voyez, une situation où on a différentes couches administratives, une sorte de millefeuille administrative, et à cela se surajoutent différentes parties prenantes, publiques et privées, et les autorités coutumières et traditionnelles. Donc tout dépend en fait du cadre administratif. Au Ghana, par exemple, les autorités traditionnelles sont très impliquées dans la gouvernance du foncier, plus que dans d'autres pays. Mais on peut avoir de toute façon, quasiment dans tous les cas, ce millefeuille administratif et puis différentes parties prenantes, autorités publiques, autorités traditionnelles ou coutumières. Et puis enfin, on a des professionnels de l'immobilier, on a des négociants, on a des promoteurs, on a également le vendeur et l'acheteur. Donc c'est une zone extrêmement complexe à gouverner. La question était sur les modèles de conversion, c'est ça? Oui. Alors, je ne sais pas justement s'il y a vraiment des modèles de conversion. Donc, encore une fois, nous, voilà, du côté scientifique, c'est de la production de données qui peut aider les pouvoirs publics. Et ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de tracer sur le long terme toutes ces acquisitions de terres, tous ces changements d'usage des sols. Et ce que j'ai voulu montrer dans cette présentation, c'est qu'on parle beaucoup de ces spéculations dans le périurbain, etc. Mais que derrière, encore une fois, ces conversions des sols, il y a des fonctions économiques très diverses où on place l'argent dans la terre, donc des formes de thésaurisation, la terre comme une assurance sociale aussi, pour couvrir des dépenses de santé, etc. On travaille beaucoup là-dessus au Kenya. Donc penser ces formes de conversion des sols, c'est aussi penser à d'autres questions plus générales qui concernent tous les pays, d'inclusion financière, d'assurance sociale qui manquent dans ces pays, que pour payer des frais d'hôpitaux, il faut un titre de propriété, le mettre en gage pour étaler ses paiements à l'hôpital. Donc nous, on est en train de mesurer ça là, dans des hôpitaux à Nairobi, par exemple. Voilà, donc ça concerne des fonctions économiques très diverses. Et nous, en tant que chercheurs sur ces conversions, on peut aussi produire des données, comme le dit Sina, sur cette grande diversité d'acteurs qui interviennent, et la plupart qui, eux, ne vont pas s'installer dans ces périphéries. Donc voilà, donc avoir des données plus précises sur quelles sont les capacités économiques et politiques de ces différents acteurs, quelles sont aussi leurs anticipations, motivations, aspirations, voilà, dans leurs investissements dans ces terres périurbaines. Et donc pour que les pouvoirs publics, quand ils ne pensent pas que à des formes de zonage, de planification, etc., mais aussi aux conditions socio-économiques de ces marchés derrière, et aussi à des questions complètement invisibilisées dans ces périphéries, qui est notamment la question environnementale, de santé publique. Voilà. Merci.
Merci beaucoup. En lien avec ça, mais on a une question directement pour Mr. Bizolem Admasou. If you can reflect on the role Est-ce que vous that pouvez nous local parler communities du should play rôle in des future urban communautés expansion locales projects? dans les projets d'expansion urbaine? And this is an anonymous attendee. Ça, c'est une question posée par un ou une anonyme. Can you please repeat the question? Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît, navré? If you could reflect on the role that Pourriez-vous local aborder communities le rôle que should jouent, and can play in que future pourraient ou devraient urban jouer expansion projects? les populations locales dans les Thank you. projets d'expansion urbaine à venir? So the participation of the Réponse. local La community participation is very important des in communautés the future locales urban expansion because sera they are the fondamentale one dans le who are contexte de l'expansion urbaine, dividing the puisque parcel and ce selling sont or ces going to populations the qui informal divisent les parcelles markets et les vendent sur les because marchés informels. they don't know what is the purpose and what is Si the future plan of that elles ne area savent because pas, they are not elles ne savent part pas of the planning stage. So if we start ce à quoi to sera utilisé participate them le from foncier parce early qu'elles ne stage, which participent is pas à la for the planning planification. stage, Il they know faudrait donc les what is impliquer planned dès for the l'étape de future. planification, So they de will façon à be ce qu'elles part sachent ce qui est of prévu pour l'avenir all the expansion process. et qu'elles puissent But the participer à ce problem processus happening, d'expansion. especially nowadays, is that Le they are problème not part of the aujourd'hui, planning c'est qu'elles process. ne participent pas à la So they planification. only get the final decision. Their land is Elles already sont informées de la allocated, for décision example, finale, leur for terre est déjà roads affectée or for pour any other, des routes infrastructure ou or d'autres types any social d'infrastructures, or commercial infrastructure. So sociales ou commerciales. because of this, participating them in the early Par stage, conséquent, especially il starting conviendrait from the de les planning impliquer stages, dès will be la crucial planification. for the future smooth Ce sera urban expansion. fondamental pour une expansion urbaine harmonieuse. Thank you. Merci. Does any other presenter want to Est-ce que les autres intervenants ou that? intervenantes souhaitent rebondir sur cette question? Okay, that was comprehensive. Thank you. C'était très complet. Merci beaucoup. We have an enormous amount of questions. Un nombre important de questions a été posé. Give the floor to Philip Donnons Hendricks, d'abord la parole à the head of Philippe unit, Heinrichs, responsable de the floor is l'unité. yours. À vous la parole. Merci. L'interprétation reprendra lorsque la qualité du signal sonore le permettra. For Mr. Buzalem Admasou, whether the Ethiopian approach on the data systems have been shared with other countries in Africa. I think this, I would like to hear the answer on this question. Thank you. Yeah, thank you very much. Merci beaucoup. Yeah, it's possible, and it's because we are working in both rural and urban areas. So nous travaillons dans les zones rurales et urbaines. We have a very good experience actually in registration and the information system we have in the rural area especially. Nous avons un bon historique d'enregistrement auprès du registre rural. Déjà une part importante du foncier qui est dans notre base de données. Et côté urbain, nous avons plus de 1 million de parcelles, 30 millions pour les zones rurales et 1 million pour les zones urbaines. Oui, donc c'est possible. Une autre question, s'il vous plaît. Est-ce que vous échangez avec d'autres pays en Afrique? Est-ce que les pays souhaitent s'inspirer de votre expérience? Oui, répond Monsieur Admasou. Nous avons beaucoup partagé d'informations. Il y a de nombreux pays africains, notamment Kenya, Ouganda, Rwanda, qui nous rendent visite. Nous allons leur rendre visite également. Nous apprenons les uns des autres, notamment dans les zones urbaines. L'équipe d'Ouganda. Nous avons reçu une délégation ougandaise qui voulait s'informer au sujet de notre système d'enregistrement du foncier. Beaucoup d'échanges donc avec les pays avant tout en Afrique orientale. Thank you. Merci beaucoup. I'm seeing that there is a question for Professor
Une question Chikbu. pour professeur Chikbu. You were typing live. Do you want to answer that to the room? Est-ce que vous souhaitez répondre? I'll read out the... OK. Je vais lire la question ou pas? Can you hear me? Yes, perfectly. L'interprétation Okay, reprendra ask the lorsque question la and I'll qualité du signal answer to the sonore le room. permettra. Evidence shows that Les données the factuelles documentations montrent alone que, doesn't suffice to ensure land tenure security. Could you explain why and what can be done to improve il y a the plusieurs situation? méthodes à mettre en œuvre pour garantir Yeah, le I régime think foncier. the link between the use of L'interprétation documents reprendra as a lorsque means of la proportionality qualité du in signal land sonore le tenure permettra. and land governance are the owners, those who exercise rights on land, and those who hold the documents on one side, and those who interact with the landowners. So in my assessment, I think it's more about human behavior. So when the rules are there and land tenure itself is it's a rule. When we do policies and policies on the use of land, what we basically do is rearrange the rules of tenure. And so when the rules are not followed, then the consequence is that documents, formalization and regularization processes or outcomes are not respected. And those who do not respect them, when neighbors do not respect the documents held by others or the use of land, then the consequence is tenure insecurity. And I think the difference between this situation and other situations is that where tenure is more secure, documents and ownership of land are respected. But where it is not, it is where the legal system is somehow either broken or not does not have the capacity to subject people to legal penalties, and that to me is the issue. So I think there's a need for behavioral reform in dealing with this situation, and more has to do with the legal issues around the implementation of land tenure. Thank you. Thank you. We will answer one last question. Nous allons répondre à une dernière question was asking about the land value qui nous tax. interroge sur la taxe sur taxe foncière. Cela a été abordé à plusieurs reprises, mais vous trouverez des analyses plus complètes concernant le potentiel que représente cet instrument. Au chapitre 4 du rapport, c'est une analyse de la Banque africaine de développement. Je vais donner la parole à Shima Schliner pour les remarques de la fin. Merci à nouveau de toutes ces questions. Merci Margarita de cette formidable réunion. Merci également à nos intervenantes, Bérénice Bissolem et Eugène. Merci de nous avoir fait part de vos éclairages, depuis vos points de recherche différents et vos perspectives professionnelles. Merci également aux équipes SWAC d'avoir organisé ce questionnaire et d'y avoir participé en coulisses. Il a beaucoup été question de foncier dans les zones urbaines et périurbaines, mais je tenais à insister à nouveau sur quelques éléments principaux. Ce qui est certain, c'est que le foncier, ce sera fondamental pour l'expansion urbaine. Il faut donc réfléchir au lien entre les zones rurales et urbaines. Les zones rurales, il faut les voir aussi comme des zones d'expertise. Il faudra écouter l'expertise des deux milieux. Le besoin de données a été abordé à l'issue des différents exposés, des données sur l'usage du foncier, la propriété et les droits de propriété actuels. C'est un défi d'ordre général, mais qui suppose des réactions localisées. La gouvernance implique différents échelons, différents secteurs professionnels. Cela a été abordé à plusieurs reprises. La gouvernance implique également différents acteurs. Il faut aussi que les différents secteurs d'action publique se parlent. Le foncier, ce n'est pas un domaine d'action publique isolé. Le logement, les infrastructures, les différentes administrations doivent se parler.
qui explique aussi pourquoi nous avons proposé cette série avec des exposés sur le foncier. Nous travaillerons aussi au logement et au financement urbain. Ça, ce sera à l'occasion des deux webinaires. Le prochain webinaire se tiendra en juin. Je vous encourage à lire notre newsletter. Vous recevrez sous peu des invitations. Nous avons 1 minute de retard. Bon week-end. Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Au revoir.